4, 3, 2, 1, fermez vos écrans. Je vous interdis d'utiliser vos écrans pendant l'heure qui va suivre. Je vous ai regardé depuis le début de l'après-midi. Qu'avez-vous fait? Avez-vous été capable de tenir sans regarder vos écrans? La réponse est non. Donc, je vais vous imposer, puisque nous allons parler de numérique, de ne pas l'utiliser. Enfin, d'essayer. Sauf s'il y a une raison pour laquelle vous pouvez le faire. Une seule. C'est si vous tweetez sur MLF Monde. D'accord? Vous n'avez qu'à tweeter le dièse LF Monde sur Twitter, et là, vous avez le droit de vous exprimer avec vos smartphones. Sinon, je vous interdis. Et sachez que, je le fais rarement, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire au vu de ce que j'ai vu. J'ai installé un petit logiciel qui enregistre tout ce que vous faites. Et à la fin, on pourra peut-être faire des statistiques pour savoir à qui vous avez écrit, ce que vous avez écrit, et ainsi de collecter votre profil et définir un profil des utilisateurs. Mais je vous en parlerai juste à la fin de mon intervention, vous verrez. Alors, pour cette intervention, première précaution, ça va aller trop vite. Vous en aurez beaucoup trop. Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas le temps d'assimiler. Eh bien, venez demain à l'atelier. J'ai un atelier demain après-midi, je fais de la pub, hein, j'en profite. Hein. Donc, si vous êtes un peu frustré, eh bien, on pourra s'expliquer demain, parce que l'atelier viendra compléter ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais essayer de faire passer maintenant. On y va. On est prêt? Top, c'est parti. Et voilà. Donc, il faut d'abord que ça marche, évidemment. Voilà, vous avez dit culture. Alors, j'ai été un peu interrogé par le titre que l'on m'a suggéré. On m'a dit culture numérique et école d'entreprise. Je me suis dit, on ne peut pas ne pas définir le mot culture. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord avec l'appellation culture numérique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, quand on parle de culture numérique, on a l'impression que le numérique transforme la culture, ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus. Regardons ce qu'est la culture. La culture, c'est d'abord ce que l'humain construit. Il a construit des machines numériques et il construit des utilisations de ces machines numériques. Nous sommes donc en face d'une culture en construction qui est la culture humaine dans laquelle le numérique va changer. Il n'y a pas de culture numérique, il y a du numérique qui transforme notre culture progressivement. Alors, quand on parle de numérique, alors aussi tout à l'heure on a entendu parler du mot digitalisation numérique. Moi je me bagarre pas là-dessus. Numérique, hein, analogique, numérique, changement, on passe de 0 et au 1, on le sait, on ne se bat pas là-dessus. Par contre, l'usage social du terme numérique nous amène à penser qu'il est utilisé parce qu'un jour, on s'est aperçu que l'informatique était sortie des entreprises, dans lesquelles elle était implantée dès le début des années 70, et que petit à petit, elle s'est infiltrée dans notre société, un petit peu comme un perturbateur endocrinien, et qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous pensons maîtriser le numérique parce que nous utilisons notre smartphone, alors qu'en réalité, la plupart d'entre nous ne maîtrisons que la surface que nous permettent les concepteurs d'utiliser dans cette machine. Donc, nous ne travaillons que sur la surface. Et c'est bien notre difficulté. On a évoqué en préalable la question de « mais qu'est-ce que c'est que maîtriser le numérique ?» Eh bien, je vous le renvoie à vous-même. Avez-vous l'impression de maîtriser le numérique ou simplement de l'utiliser? Alors, j'ai donc dit que le numérique se définissait comme la socialisation de l'informatique. Mais c'est une socialisation qui s'appuie sur des caractéristiques humaines. Sur 3 caractéristiques humaines. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, des collègues plus savants que moi l'ont écrit. D'abord, l'humain cherche à augmenter son efficacité sur le monde qui l'entoure. Rappelez-vous nos amis peaux de bête qui avaient besoin d'avoir des peaux de bête, et il a fallu qu'ils s'instrumentent avec des silex pour arriver à maîtriser leur environnement. Il fallait avoir une efficacité sur le monde, auquel cas, sinon on mourrait. Il faut faciliter son action globale sur l'environnement, l'agriculture, l'informatique. Et puis, on aime bien améliorer nos conditions de vie, c'est-à-dire qu'on aime bien être plus à l'aise. Et on pense, et rassurez-vous, nos concepteurs de machines l'ont bien compris,
on pense que on va pouvoir être beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le principe des commodités. Hein, c'est-à-dire que, ah ouais, c'est commode, hein, c'est commode. Mais on nous a tous piégés par la commodité. Plus c'est commode, plus c'est quelqu'un d'autre qui fait les choses à notre place, qui nous facilite la vie. Bref, nous sommes bien embêtés parce que... Ah, il y a des petits soucis techniques, voilà. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça, sans aller plus loin dans la réflexion. Alors, pour reprendre le livre de mon ami David Henkoff, le tsunami numérique, qui a maintenant quelques années, nous sommes globalement débordés par le numérique. Et dans nos établissements, avec nos élèves, même tout petits, quand on voit les âges d'acquisition, les premiers âges d'acquisition, on s'en aperçoit, nous sommes débordés par le numérique. Débordés. Des constats, évidemment, des EIM, des équipements individuels mobiles. Ils sont désormais à portée de la main. Tout de suite, une remarque. Pour moi, c'est très bien que ce soit à portée de la main. Mais quand c'est à portée de la main, ça veut dire qu'on peut l'utiliser quand on en a besoin, mais aussi qu'on peut ne pas l'utiliser. D'où ma réflexion au début. Posez vos écrans. Sachez choisir. Ne vous laissez pas dominer par ça. Ce n'est pas parce que c'est à proximité de vous, que c'est dans votre poche, qu'il faut tout de suite céder à cela. Nous ne nous rendons plus compte que nous sommes presque dépendants de ces choses-là. Et nos jeunes, ils nous regardent. Et ils nous regardent faire. Et après ça, ils nous disent « Oui, mais en plus, ils ne maîtrisent même pas. » Alors, évidemment, on a vite fait de fustiger les écrans et leurs effets. Mais ça, c'est de la faute aux écrans. Mais non, ce n'est pas de la faute aux écrans. C'est de la faute à qui? À moi qui utilise les écrans. À moi qui dis à mes enfants qui leur donne les écrans, qui leur met des écrans à l'arrière, sur le siège arrière de la voiture pour qu'ils soient tranquilles pendant qu'on fait des voyages. Je suis bien responsable de ça. Alors évidemment, on dit « Ah, mais c'est des usages débordants ». Mais commençons d'abord par analyser nos propres pratiques avant de vouloir légiférer pour les autres. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que dans des familles, par exemple, qui viennent revendiquer le fait de dire « il faut que l'école interdise », ce sont parfois les mêmes familles qui sont incapables d'interdire pour eux-mêmes. Pas toutes, mais regardons-nous, chacun de nous. Souvent, nous ne sommes même pas capables de limiter ces usages. Nous sommes, je dirais, dépassés, d'où ce tsunami. Alors, il y a des questions pour l'ensemble de la société qu'il faut aborder quand même. Parce que, quand j'ai parlé tout à l'heure de perturbateurs endocriniens, vous savez, le principe du perturbateur endocrinien, c'est que ça a l'impression de faire du bien et en fait, ça fait du mal. Et c'est assez dramatique parce que ça fait du mal de manière très insidieuse, puisque ça transforme même les signaux que nous percevons à l'intérieur de notre corps. Analysez bien cette analogie-là, elle est très intéressante. Transformation du travail et des métiers. Numérisation croissante des services, des commerces et des administrations. Évolution des relations sociales. Accélération et recherche de l'immédiateté du court-termisme. Évolution des modes de vie familiales. Voilà quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, qui nous montrent que cette perturbation, aujourd'hui, nous oblige à avoir une réaction éducative, une réaction d'instruction dans cette direction-là, si nous ne voulons pas que, d'un seul coup, il y ait un autre monde parallèle qui existe et que nous ne maîtrisons pas et que nous restions bien tranquillement dans notre coin. Vous êtes d'autant plus concernés par cela que ce matin, j'écoutais le panel autour des entreprises qui sollicitent les services des établissements, la construction d'établissements, la mise en place d'établissements pour leurs enfants. C'est que ces entreprises sont elles aussi extrêmement technologisées. Vous l'avez vu, notre collègue à qui j'ai posé la question sur la digitalisation, il nous a dit « nous sommes en voie de digitalisation ». On pourrait parler de notre collègue de Total et autres de ces questions-là. Ils le savent tous dans leurs entreprises depuis très longtemps. Ces choses-là sont omniprésentes. Donc nous avons à y répondre, nous, en termes éducatifs. Et c'est bien là que nous sommes attendus par nos partenaires, c'est-à-dire quelle est la bonne distance pour tout cela. Alors, évidemment, il faut atterrir en douceur. Il ne faut pas se laisser surprendre. Alors, une phase d'atterrissage qui est d'abord marquée par le fait que les promesses pédagogiques du numérique sont contestées. Alors, j'ai donné quelques exemples, et je viens d'en trouver une récente, un article qui est paru sur echo.be et écrit par Nicolas Roland. Ça s'appelle « Le numérique à l'école, la désillusion ». En se disant,
est-ce qu'il ne faut peut-être pas commencer à réfléchir sur la pertinence de tout ce qu'on a dit sur l'intérêt du numérique à l'école pour, à ce moment-là, reconstruire quelque chose? Et c'est bien la difficulté. Donc, contestation des mythes par Amadieu et Tricot, question de contestation de la charge de travail imposée par le numérique que grand nombre d'entre vous avez subi. Ah, ça ne marche pas, ah ben il faut encore le faire, il faut travailler en plus, etc., etc. Deuxième élément, une critique de l'approche des usages, par les usages du quotidien. La question, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez quasiment tous, oui tous et toutes, des smartphones. Vous avez donc l'impression d'utiliser, pas seulement l'impression, vous utilisez bien du numérique. Mais quelles sont vos compétences réelles? Alors, évidemment, certains de mes collègues universitaires ont eu au fait de dire « oui, mais les élèves ne maîtrisent rien ». Et puis récemment, dans un de mes articles, je l'ai repris, j'ai vu sur Internet un débat disant « ouais, mais les profs, ils ne savent même pas comment régler leur smartphone, comment mettre l'écran bleu, comment aller paramétrer, même une nouvelle boîte aux lettres, ils ne savent même pas faire. » Et en fait, le problème, il est là, si vous voulez. C'est que nous avons développé des habiletés, mais nous n'avons peut-être pas forcément développé les compétences. Et les habiletés que nous avons développées sont des habiletés utilitaires, mais elles ne sont pas forcément des compétences qui pourraient nous servir dans les situations que j'ai évoquées tout à l'heure, les situations sociales, les situations de travail. C'est pour ça que mes collègues ont raison et ont tort. Ils ont raison parce qu'effectivement, en regard des exigences d'une société numérique demain, eh bien, nous avons, nous, une insuffisance, je dirais, dans ce que nous proposons à nos jeunes, de ce que nous donnons aux jeunes pour leur permettre de maîtriser cela. Cependant, eux développent en parallèle des habiletés, et ces habiletés, on ne sait pas suffisamment en profiter pour les réintégrer dans nos façons de fonctionner. D'autant plus qu'il n'y a pas de raison que nos élèves soient plus homogènes avec le numérique qu'ils le soient avec les autres apprentissages. Donc nous avons des classes très hétérogènes en matière de numérique. Donc il y a là tout un vrai problème qui, malheureusement, est loin d'être résolu. Nous en sommes au début, en réalité. Et surtout, beaucoup de nos jeunes sont aujourd'hui partis dans des pratiques, dans des usages, pour lesquels ils nous disent, et les témoignages que j'en ai malheureusement se multiplient, que les adultes ne sont pas vraiment très regardants ni très compétents pour en parler. Alors les adultes, ce n'est pas les profs, hein, évidemment. Les enseignants, eux, ils savent, ils devraient savoir. En fait, non, ils ne savent pas. D'ailleurs, très souvent, ils sont même désarçonnés par ça aussi. Parce que, en réalité, la vraie maîtrise qu'évoquent certains de nos collègues sur le numérique est beaucoup plus complexe à acquérir qu'on ne le pense. Et puis en plus, elle est très contextualisée. C'est-à-dire que nous apprenons dans différents contextes et que selon les contextes dans lesquels nous apprenons, eh bien, nous allons développer telle ou telle compétence. Je pourrais y revenir plus longuement, mais en tout cas, ce qui se constitue pour chacun de nous, c'est ce que j'appelle, moi, c'est l'environnement personnel de travail ou environnement personnel techno-cognitif. C'est que nous développons dans notre environnement, regardez, si j'ouvre votre smartphone, si j'ouvre votre téléphone, si j'ouvre votre ordinateur, je vais voir la façon dont vous vous organisez, je vais voir ce que vous utilisez, et je vais pouvoir me dire, tiens, comment il fonctionne? Et puis si j'ouvre un petit peu, un peu votre cerveau, si je vous regarde dans vos comportements avec ça, je vais dire, tiens, qu'est-ce qu'il a développé comme habileté cognitive? Eh bien oui, nous développons tous des habiletés techniques et cognitives avec ces appareils, quels qu'ils soient, et que ces habiletés technocognitives constituent un environnement dans lequel parfois nous sommes même enfermés parce que nous avons pris des habitudes et que nous avons énormément de mal à en changer. Pour ceux qui changent de temps en temps d'appareil et qui doivent repartir à zéro, hein, c'est sympa hein, quand vous avez un nouveau téléphone, qu'il faut reconfigurer tout, quand il faut récupérer ses photos, ah j'ai perdu tout mon agenda, etc. etc. Hein, quand il faut réinstaller le logiciel sur son nouvel ordinateur, où on a pu oublier les mots de passe et autres, j'en passe et des meilleurs, eh bien ça fait partie des problèmes auxquels on est confronté et que c'est pour ça que cet environnement personnel technocognitif, il faut qu'on l'identifie pour soi. Il faut qu'on aide les élèves à le développer de façon à ce qu'il soit adapté aux besoins qu'on va leur soumettre. Alors, il y a un autre point qu'il ne faut surtout pas négliger dans notre travail, c'est la montée en puissance de la question de l'information. Et je ne parle pas de la communication pour l'instant, j'en parlerai après, mais de l'information. Le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui à travers ces machines, c'est donc un autre versant de la machine, c'est ce qui circule dedans.
c'est ce qui circule dedans. Et la première chose qui circule dedans, c'est de l'information. L'information au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire des éléments qui sont transformés en signaux et des signaux qui sont transmis d'une façon ou d'une autre. Alors, dans cette phase d'atterrissage, il y a des lignes de force qui se dégagent. Et récemment, le ministère a annoncé, enfin récemment, oui, il y a 1 an à peu près, oui, il y a juste 1 an même, il a annoncé brillamment les axes qu'il allait donner, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui ont été donnés en 2013. Ce qui fait un peu girouette, mais rassurez-vous, dans le numérique éducatif, depuis 1980, même 1970, on peut dire que ça n'a pas cessé d'être le phénomène des girouettes. Alors, est-ce que ça va se stabiliser ou pas? J'en sais rien. En tout cas, le ministre a donné 2 axes. Un, enseigner l'informatique et ensuite développer l'éducation aux médias et l'information. Enseigner l'informatique avec du code à l'école primaire, renforcer le code en technologie au collège, donc pour les élèves de collège, et puis les fameuses sciences et technologies numériques qui sont en place, enfin, sciences numériques et technologies, pardon, qui sont en place à cette rentrée en classe de seconde, et la fameuse option, plutôt la filière numérique qui doit se mettre en place à la rentrée prochaine dans les lycées. Donc on a bien un axe de force qui est autour, globalement, de l'informatique comme discipline. Et puis, l'autre axe, c'est l'éducation aux médias et à l'information, mais celui-là est plus... Mais vous voyez bien, il correspond à mes 2 thématiques de tout à l'heure. Développer des compétences, et de l'autre côté, développer, savoir comment utiliser ce qui passe dans les tuyaux. Alors, il y a d'autres éléments qui sont en développement. Alors, il faut tout de suite être vigilant là-dessus. Je ne vais pas m'étaler pour l'instant, on pourra en reparler après. C'est évidemment tout le développement de l'évaluation assistée par ordinateur. J'étais interrogé par un journaliste l'autre jour sur qu'est-ce que vous pensez du fait que maintenant les copies soient numérisées, qu'on les corrige sous forme numérique? On corrige des copies, et puis en plus c'est du manuscrit scanné. Je ne vois pas ce que ça change vraiment grand-chose. Je ne suis pas bien certain que ça change. Ça va être peut-être plus difficile même pour les correcteurs qui vont devoir peut-être dans certains cas même imprimer les copies de leurs élèves chez eux. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont fait. L'avantage, c'est évidemment qu'on peut corriger à distance. Mais il y avait le courrier dans le temps, ça marchait pas mal non plus. Bref, mais c'est une option. Et puis, l'autre élément, c'est l'intelligence artificielle, dont on nous rebat les oreilles en permanence, sans nous dire précisément qu'est-ce qu'on met derrière. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais je suis un peu énervé face aux gens qui vous sortent tout de suite l'intelligence artificielle, à tout coup. Quand on aura précisément expliqué ce dont il s'agit, alors on pourra en reparler. Surtout que moi, j'y ai travaillé personnellement avec mes élèves dans les années 90, à la première grande vague, vous savez, à l'époque où on avait le LISP, le prologue, mais vous êtes trop jeune pour savoir ça. Et puis, l'autre élément qui apparaît aussi sur cette informatisation, il y a l'orientation et le suivi individualisé des élèves. Ça, c'est un élément Parcoursup. Vous avez entendu parler de ça pour les élèves de lycée, mais en collège, à la fin de collège, c'est la même chose. Et puis, on a aussi dans nos établissements scolaires des jolis logiciels qui fonctionnent bien. Vous savez, un truc qui s'appelle Pronote, entre autres, tous les logiciels de gestion de notes. En fait, on a derrière ça une sorte de... il y a une sorte de fantasme un petit peu dans le monde de l'enseignement, du suivi individualisé et très précis des élèves. C'est pas inintéressant, ce fantasme-là. Ça dit quoi? Ça veut dire que chaque enseignant aimerait en savoir un peu plus sur la façon dont les élèves travaillent pour améliorer ce qu'il peut proposer à l'élève. Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est les enseignants aimeraient bien savoir quand les élèves travaillent ou ne travaillent pas pour les sanctionner. Ça, c'est le mauvais côté des choses. Voilà. Donc, on peut avoir les 2 versions, vous voyez. Et on voit bien que le suivi individualisé des élèves à l'aide des moyens technologiques est aujourd'hui de plus en plus possible. Et je vous invite à réfléchir à tout ce que l'on appelle l'adaptive learning actuellement, ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif fait à l'aide d'ordinateurs. Alors, il y a des choses qui se continuent, parce qu'il faut regarder aussi la réalité du système éducatif. Allez, j'ai fait ma thèse sur le B2I il y a maintenant une vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans. Et c'est fini. Le B2I, c'est fini. Maintenant, c'est PIX. Bonjour le PIX. Alors, on attend bien évidemment les textes qui vont confirmer cela, mais ça y est, c'est dans les tuyaux, il y a des expérimentations qui sont menées, il y a des gens qui s'engagent. En tout cas, ne négligez pas ça, PIX est en route. Et puis, l'autre problème, évidemment, éternel problème, éternel recommencement, de la formation des enseignants. J'y reviendrai à l'occasion d'une ou 2 questions, parce que c'est vraiment quelque chose de tordu. Alors,
Je vais passer par-dessus ça. Vous voyez, ça, je ne vais pas le passer, parce que ça va nous embêter. Parce que je voudrais d'abord vous montrer ça, et puis montrer aussi après ça quelque chose qui est plus du côté de la pédagogie. Moi, je suis un pédagogue au départ. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le Learning Center Rolex de l'Université de Lausanne. Ça, c'est un autre truc, c'est l'Iliade, c'est le Learning Center de l'Université de Lille, auquel j'ai participé, mais largement en amont. C'est en fait l'idée selon laquelle il faut penser progressivement à transformer nos espaces et nos temps d'enseignement et d'apprentissage pour absorber toute cette évolution qui, elle, le numérique, a largement entamé les notions de temps et les notions d'espace. On ne peut pas enseigner et apprendre aujourd'hui avec le numérique si on ne pense pas en même temps les évolutions de l'espace et du temps scolaire. Mais ça veut dire aussi que pour l'instant, nous sommes dans un paradoxe, c'est qu'on sait qu'il est souhaitable d'aller vers cela, qu'on fait Archiclass par exemple, mais on sait aussi que tout est fait pour nous en empêcher. Les programmes, les examens, l'organisation de nos établissements, les moyens financiers dont on dispose, les infrastructures. On parlait ce midi des liaisons Internet, par exemple, d'un pays à l'autre. On n'est pas en égalité, vous voyez. Donc, on voit bien qu'il y a à repenser. Il faut avancer petit à petit. Certains avancent, d'autres moins vite. Il n'y a pas de solution idéale. Simplement, il faut prendre en compte cela. Alors moi, je vais prendre en compte des choses. Je reviens en marche arrière. Là, on va quitter le numérique pour revenir sur, en amont du numérique, ce que les sciences cognitives nous apprennent. J'utilise les travaux de Stanislas Dehaene, et en particulier les 4 piliers de l'apprentissage qu'il définit. Le premier, alors je pourrais vous donner la définition, vous avez des articles de Stanislas Dehaene là-dessus. Le premier pilier, c'est l'attention, donc développer l'attention, cultiver l'attention. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'engagement actif. Le troisième pilier, c'est le retour d'information. Et le quatrième pilier, c'est la consolidation des acquis. Et si vous faites bien attention, ça renvoie à des choses qui ont été dites tout à l'heure. Vous allez voir s'il y a du lien. Alors, moi, je me suis amusé aussi, j'ai ma petite théorie à moi. Alors là, voilà. Ma petite théorie à moi, elle est basée sur d'autres choses, mais vous allez voir que ça se rejoint. C'est-à-dire comment on apprend. Pas quand on met des IRM et des machins comme ça, quand on travaille avec des enfants au quotidien. Comment les enfants apprennent. Et je parle des tout-petits, je parle des tout-petits, mais aussi des plus grands. Sans que ces 4 éléments ne soient hiérarchisés, il n'empêche qu'ils sont 4 éléments qui permettent de penser ce que c'est apprendre. D'abord, un enfant qui apprend, il observe. Alors, observer, c'est imiter, reproduire. Vous savez, ces jeux d'enfants où ils refont ce qu'ils ont vu. Deuxième chose, c'est expérimenter, essayer, tenter, oser, le fameux essai-erreur. Le troisième, c'est interagir. Un enfant, ça se construit autour du langage. On a suffisamment parlé du langage dans les 2 dernières interventions pour ne pas le négliger, bien évidemment. Le langage est essentiel pour les enfants. Les enfants sans langage, avec le monde adulte qui les entoure, sont en grande difficulté. Je fais une petite incidente pour mes collègues et pour vous tous. Il y a une étude très intéressante qui est menée de manière longitudinale, qui s'appelle l'étude ELF. ELF, c'est une étude qui va durer une quinzaine d'années sur des enfants qui ont été pris à la naissance et dont on suit l'évolution. Et un des derniers travaux, c'était sur l'acquisition langagière, qui est très intéressante pour voir quelles sont les relations entre les différents paramètres et la qualité langagière et les réussites. Donc, on a là, effectivement, autour de l'interaction et autour de l'interaction langagière, des choses intéressantes. Et puis, il y a quelque chose qui est fondamental dans l'apprentissage, c'est de réfléchir. C'est ce qu'on appelle la réflexivité quand on cause riche. Vous voyez, nous, on réfléchit tous, mais la réflexivité, ça s'organise. Vous voyez, repenser, reformuler, expliciter, revenir sur ce qu'on fait. 4 étapes. Donc, vous voyez, 2 fois 4 étapes. Et puis, moi, j'ai fait ça. Puis, j'ai rajouté une base, certains l'ont déjà vu. J'ai rajouté un élément. C'est pour l'action pédagogique en classe, avec le numérique, par exemple. Eh bien, sur observer, il faut donner à voir, à toucher, à entendre. C'est-à-dire que regarder, écouter, c'est aussi une activité. On dit, ah ouais, suppression complète du cours magistral.
question, ce n'est pas le cours magistral. La question, c'est quelle est l'activité de celui qui apprend lorsqu'il est en situation d'écoute, lorsqu'il est en situation de prise de notes, lorsqu'il est en situation de regarder. Certains enfants apprennent très très bien en regardant des films sur un écran, à travers YouTube ou à travers d'autres sources. Donc ça, consulter des informations, assembler des ressources. Ça, c'est extrêmement important. Tout le travail qu'on peut faire en classe autour de cette question-là est essentiel. C'est-à-dire amener les enfants à voir et à manipuler ce qu'ils voient. Parce que voir ne suffit pas. Entendre ne suffit pas. Il faut ensuite manipuler. Si vous ne manipulez pas, ça ne sert à rien. Vous ne construisez pas de sens avec. Élément suivant, excusez-moi, voilà. Permettre d'essayer de recommencer. Les simulations, les jeux sérieux, tout ce qui est les pratiques de conception, faire concevoir par les élèves. Des gens qui travaillent avec Scratch pour faire concevoir des petits jeux, c'est pas aberrant. Si vous voulez, on est dans l'expérimentation. Sauf que si c'est Scratch pour Scratch, ça n'a pas d'intérêt. Scratch, c'est un langage informatique, simplifié pour les enfants. Ce qui est important, c'est de permettre aux enfants d'expérimenter, d'explorer des univers. Un certain nombre de jeux, qu'ils soient sérieux ou non d'ailleurs, parce que je me méfie beaucoup des jeux sérieux, sont des occasions d'explorer des univers. Et explorer, c'est la curiosité. Un enfant qui reste devant un écran et dit « j'en peux plus, je veux pas », eh bien, il a perdu sa curiosité. Un enfant qui est en classe et qui dit « j'en veux plus, je peux pas », il a perdu sa curiosité. Nous avons à travailler avec nos élèves sur le maintien de leur curiosité. Ce qu'on appelle, par ailleurs, dans des travaux scientifiques, ce qu'on appelle la théorie du flux. La théorie du flux, le flow, c'est-à-dire qu'il faut maintenir l'élève dans un sentiment de bien-être d'apprendre et d'envie de découvrir. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, je vais me faire une petite critique. Faites répéter 100 fois à un enfant qui n'a pas du tout envie, ça ne marchera pas. Par contre, travailler sur la répétition avec des enfants qui ont envie de découvrir, qui ont envie d'avancer, là, vous allez voir, on n'aura même pas besoin de passer à 1000 fois. Alors, interagir. Ben, évidemment, tous les apprentissages collaboratifs, coopératifs, les relations avec l'enseignant, la mise en activité où l'enseignant aide, eh bien, ça permet, dans les interactions entre pairs et avec adultes, ça permet, à travers des réseaux sociaux ou autre chose, ou simplement dans la salle de classe, ça permet d'encourager cette fameuse construction par confrontation avec les pairs. Et puis, réfléchir, c'est aussi se donner le temps de la métacognition. Alors, se donner le temps de la métacognition, moi je suis un compagnon de route de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui était Britt-Marie Barthes, qui est une chercheuse qui a longtemps et qui continue de travailler sur la question de l'apprentissage de l'abstraction. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup marqué sur cette métacognition et sur l'importance de la métacognition et de permettre des moments de métacognition, des moments où je me dis « mais comment j'ai fait pour y arriver ?» Et pas seulement comment j'ai fait techniquement, mais comment j'ai fait aussi dans ma tête pour y arriver. Et donc, on a intérêt à développer ça. Et d'ailleurs, ça marche très bien lorsqu'on fait de l'enseignement mutuel, lorsqu'on s'interroge les uns les autres sur « et toi, tu as fait comment ?» C'était un des premiers conseils pédagogiques que j'avais reçus de quelqu'un qui n'avait pas été forcément très apprécié, qui n'est toujours pas forcément très apprécié, qui s'appelait Antoine de la Garandrie, dans la théorie de la gestion mentale, où un des premiers conseils qu'il donnait, c'était aider les élèves à verbaliser comment ils apprennent, comment ils font avec. Vous savez comment ils font avec leur smartphone, les enfants, avec leur ordinateur? Eh bien, ils font comme ça. Ah ben toi, tu as fait ça comme ça? Ben dis donc, mais moi, j'ai pas réussi. Mais nous, on le fait aussi parfois entre nous. C'est-à-dire, apprendre, c'est aussi se dire comment tu as fait pour... Tiens, moi je fais comme ça, et puis petit à petit on construit. Alors, pédagogie didactique et vie scolaire. On va passer assez vite là-dessus, parce qu'il y a 3 points. D'abord, la vie scolaire. Je n'aime pas cette expression, parce que la vie scolaire, c'est tout sauf la vie scolaire. La gestion, la fabrication d'un emploi du temps. La fabrication, le choix des locaux dans lesquels on fait cours. C'est aussi de la pédagogie. Lorsque vous vous retrouvez le vendredi, après une semaine de cours, c'était mes débuts en classe, de 17h à 18h avec de joyeux bambins en furie, et en plus il était quasiment aussi grand que moi, bon c'est tout, c'est de la pédagogie ça, vous voyez. Un jeune enseignant me disait, je comprends pas, même chose, 16-17, je leur rendais un devoir, ils étaient infernaux. Je dis mais attends, qu'est-ce qu'ils avaient vécu? En plus ils sortaient de PS avant, ils avaient fait de la course, etc. Et je leur rendais un devoir et on faisait un corrigé de devoir. Il leur avait donné des notes, alors vous imaginez l'effet déjà. Ils étaient en ébullition, ils n'avaient pas besoin de transpirer plus, eh bien, ils ont foutu en l'air le cours. Et il me dit, c'est grave? Alors, je me disais, c'est grave, docteur? Je dis, non, rassure-toi.
n'importe quel prof, aussi chevronné que ce soit, aurait eu le même problème. Donc, attention, tout ça, c'est le problème de l'environnement dans lequel on est et comment on le structure. Donc, quand un chef d'établissement fait un emploi du temps, quand un chef d'établissement organise des instruments de travail, etc., eh bien, il participe, lui aussi, de la construction d'un environnement pédagogique. Et non pas ce truc dont on nous dit « Ah oui, mais ça, c'est pas de la pédagogie ». Alors, il y a évidemment le rôle des disciplines. On a vu tout à l'heure, pour l'enseignement du vocabulaire, de l'apprentissage de la langue, comment on apprend à lire, etc., on a vu qu'il y a des spécificités didactiques. Il ne faut pas négliger ces éléments-là. Évidemment, dans le numérique, on va avoir intérêt à aller regarder ce qui se fait. Par exemple, aujourd'hui, il y a un renouveau des outils pour aborder la question des enfants qui ont des difficultés de type 10. Enfin, toutes sortes de dysfonctionnements psychiques, on va dire. Je dis très, très, très prudemment. On a un renouveau d'outils comme ça. Et puis, on a aussi une multiplication des outils. Mais là, je vais vous raconter une anecdote qui est assez étonnante, qui arrive en ce moment. Alors, les enseignants sont très avides d'outils, de ressources et autres. Et en France, il y a eu une dotation, il y a 2 ans, et l'an dernier, de 30 € par élève et par an pour acheter des ressources. Donc, acheter des logiciels, acheter numériques, je dis bien des ressources numériques, des abonnements à Sieb, ça. Eh bien, sachez que 80% des budgets n'ont pas été consommés. Et pourquoi ils n'ont pas été consommés? Mais parce que les gens disent « mais on ne sait pas où trouver tout ça ». C'est que nous sommes dans un paradoxe, c'est que les disciplines et les didactiques ont énormément de ressources, mais ils ne savent pas où les chercher. C'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Et puis, évidemment, recherche d'informations liées aux disciplines. Et puis, dans la pédagogie, ce qu'on voit, évidemment, comme utilisation, c'est bien sûr la différenciation des parcours. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les moyens numériques peuvent permettre cette différenciation. Mais attention, tout de suite, ce n'est pas un TBI qui permet la différenciation pédagogique, ce n'est pas un vidéoprojecteur qui permet la différenciation pédagogique, ce n'est pas l'ordinateur du prof qui permet la différenciation pédagogique. Ça permet la différenciation du contrôle des élèves, mais pas la différenciation pédagogique. Il n'y a pas de différenciation pédagogique si les élèves, avec le numérique, je dis bien, il y en a sans le numérique, on peut le faire aussi sans le numérique, mais il n'y a pas de différenciation pédagogique avec le numérique si les élèves n'ont pas à disposition un appareil pour 1 ou pour 2, éventuellement, ça dépend des situations, voire même pour 4 dans certains cas, ça dépend des situations pédagogiques que l'on veut faire vivre. Moi, j'ai débuté, lorsque j'étais enseignant, où je faisais mes expérimentations avec l'ordinateur, j'avais une trentaine d'élèves, un peu plus de 30 élèves, et j'avais 8 ordinateurs. Donc, des groupes de 3-4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit une situation pédagogique pour ça. Bon, à l'époque, c'était quand même relativement rudimentaire. Récemment, je circule dans des classes où tous les élèves ont à disposition toute l'année un ordinateur portable ou une tablette. Et du coup, dans la classe, l'usage est tout à fait, je dirais, ordinaire. Dans une école primaire, les élèves, où ils ne ramènent pas à la maison, le matin, ils arrivent, ils prennent la tablette, ils la mettent sur leur table où ils travaillent, et puis le soir, ils la ramènent, mais dans la journée, ils peuvent l'utiliser, plus ou moins, mais pas forcément tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut redonner à l'enseignant la maîtrise de l'espace de travail en augmentant son potentiel au travers de ses outils, avec ses outils, qu'il va transformer en instruments de travail qui vont permettre d'atteindre ses objectifs pédagogiques et qu'il mettra de côté s'il n'en a pas besoin. D'accord? N'hésitons pas. Alors, je vais faire une allusion maintenant un peu scientifique parce que on se refait pas. L'histoire culturelle montre que les façons de penser de l'homme sont conditionnées par les outils qu'il a à sa disposition parce que les outils s'intègrent à ses processus cognitifs. C'est écrit dans un ouvrage qui s'appelle « La pertinence de l'éducation » qui est écrit en 1971. Alors, qui va savoir quel est l'auteur de cette phrase? Personne? Allez, Jérôme Brunner. Jérôme Brunner, le père de la psychologie culturelle. C'est l'homme qui a permis justement de réfléchir sur la continuité de la culture, des instruments qu'on utilise,
et de l'apprentissage. L'approche culturelle invite à ne pas se limiter à la seule rationalité, ça c'est la thèse de Jérôme Brunner. La rationalité ne suffit pas. Si vous voulez, au-delà, un élève, ce n'est pas une machine. D'accord ? Un élève, le cerveau d'un élève, ce n'est pas un ordinateur qui fonctionne. Certes, il y a des analogies à certains moments, mais on ne peut pas le réduire à cela. Le récit, pour Jérôme Brunner, est très important comme pratique pédagogique pour permettre d'aider aux apprentissages. Vous pouvez retrouver dans ces textes des choses très intéressantes. Et puis, les technologies, elles s'intègrent, mais elles ne se substituent pas. Très important pour Brunner, qui est un psychologue qui a vécu plus de 100 ans et qui est mort très récemment. C'est très important, cette dimension d'humanisme, si vous voulez, qu'il veut porter au travers de ses travaux sur ce que c'est qu'apprendre. Alors, on va... je regarde le temps parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps et puis laisser des échanges avec nos collègues. Et on va aller terminer. Alors, lui, il évoque une pédagogie de la découverte accompagnée par la médiation. Et moi, je vais vous évoquer des choix pédagogiques que je propose, que j'ai construits petit à petit avec des établissements scolaires, avec des élèves, avec des formateurs, avec des chercheurs. Et c'est ce que j'appelle une pédagogie. Alors, c'est une bêtise de dire qu'une pédagogie, ce n'est pas une pédagogie, mais c'est ce que j'appelle l'approche de l'accompagnement structurant. Et vous allez voir que ça va reprendre des éléments qu'on a vus tout à l'heure. Les jeunes vivent de plus en plus dans un univers qui leur offre de multiples occasions d'être sollicités. Bon, ça c'est banal. Les cadres de l'autorité parentale sont en difficulté. La multiplication des ressources, les rythmes d'activité, la globalisation, tout ça, ça secoue les repères dans lesquels nous sommes, nous en particulier adultes. Et puis la culture évolue dans un monde numérisé, qu'on le veuille ou non. Alors du coup, une pédagogie, d'abord il faut dire, on a quand même une chance. C'est que le monde scolaire, même si je ne suis pas d'accord avec la façon dont il se structure et dont il fonctionne, même si je trouve qu'il faudrait vraiment casser les cadres, il n'empêche qu'il est le lieu. Il faut des lieux dans lesquels il y ait des repères pour un cadre commun pour tous. Et la difficulté que vous avez avec ces jeunes qui circulent, c'est comment garantir ce cadre commun pour tous. C'est pour ça que je vous inviterai beaucoup à vous mettre en lien les uns avec les autres, à distance aussi. Ce lieu a été institué pour imposer ces repères, évidemment. C'est-à-dire qu'il a été institué pour faire en sorte que l'État fournisse des repères. Mais il est désormais concurrencé par des tiers-lieux réels et virtuels. On va aller chercher ailleurs. C'est pour ça que je vous avais dit d'arrêter vos ordinateurs et vos smartphones. Parce que vous allez chercher quelque chose ailleurs. Alors, pas forcément quelque chose qui va dans mon sens, mais il est assez courant, on en discutait la semaine dernière avec des étudiants, qu'un étudiant regarde, tiens, je viens compléter ce que dit le prof, tiens, je vais compléter, je vais regarder, je vais approfondir. Et c'est plutôt une bonne chose, ma foi. Mais en même temps, ceux qui le souhaitent, et ceux qui, par exemple, vivent des situations de formation en alternance, découvrent de plus en plus qu'il y a d'autres façons d'apprendre. Vous savez, les stages en milieu professionnel, les systèmes d'alternance. On est étonné de voir comment, finalement, on apprend aussi en dehors du système formel et qu'on peut apprendre par des situations professionnelles vécues. Et donc, le cœur du métier est interrogé par cette évolution. Et elle est facilitée parce qu'il y a du numérique, justement. Alors, l'accompagnement. Alors, pour moi, donc d'abord, la définition de l'accompagnement, accompagner, c'est cheminer avec. D'accord ? C'est cheminer avec. Ce n'est pas pousser, tirer, c'est être avec l'élève. Donc, on est dans la nécessité d'accompagner. Ce n'est pas se diluer, c'est au contraire permettre la construction du jeune. L'enthousiasme des jeunes dans certaines causes, dans certaines activités, est un contrepoids au discours qui est considéré comme désaffecté de l'école. N'ayons pas peur, les jeunes, ils ont aussi envie d'avancer. À la recherche de repères, il faut leur permettre de construire ces repères. L'adulte est quelqu'un qui construit des repères. Et vous le voyez bien dans les problèmes de parentalité que l'on peut rencontrer, nous avons des jeunes qui sont perdus parce que dans les adultes proches, effectivement, ils ont du mal à se stabiliser. Vous avez évoqué ce matin le fait des familles, je crois que c'est vous qui avez évoqué le fait que les familles, maintenant, ont traité l'ensemble de la famille et pas seulement le papa ou la maman qui va à l'extérieur. On voit bien que derrière ça, il y a une vraie question d'éducation. Et cette question d'éducation, c'est les repères, les fameux repères. De la même façon, l'école et les adultes de l'école fournissent des repères. Du coup, ces repères, ils sont structurants. On est d'accord, le monde scolaire est incontournable.
même si on n'est pas d'accord avec l'école, même si on va faire du homeschooling ou autre chose comme ça, il n'empêche qu'aujourd'hui, et depuis 200 ans, un peu plus de 200 ans, l'école s'est imposée comme un modèle, l'école moderne, s'est imposée comme un modèle qui, finalement, apporte à la société un certain nombre de choses, même si elle est imparfaite. Mais le monde scolaire n'est pas seul dans sa mission, mais il est le seul garant. Il ne faut pas oublier, vous avez parlé ce matin à propos de l'Écosse, des doubles références, l'école est un garant. Est un garant par rapport à cela, par rapport à la société, par rapport à un projet de société. Il a donc pour mission de permettre, le monde scolaire, permettre la construction du sens à partir de ces repères que l'on peut trouver ou que l'on peut construire, de transmettre aux jeunes l'autorité d'entrer dans la société, mais de favoriser aussi l'autonomie des élèves pour qu'ils puissent faire à leur tour société. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves puissent faire société aussi, c'est-à-dire construire la société eux-mêmes, et non pas se couler dans le moule qu'on leur impose. Ce qui va m'amener à terminer en vous disant en rappelant l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à élaborer ses propres règles et ensuite à les respecter. C'est la définition qu'a donnée Daniel Hamlin. Et cette définition, c'est bien celle qui consiste à faire société. Parce que pour faire société, il faut construire les règles. Et ensuite, il faut les respecter. Regardons ce qui se passe avec le web et avec les utilisations du web. D'accord ? Faut-il attendre que la justice intervienne ou faut-il permettre aux jeunes de construire des règles ? Et quelle est la place de l'école et de la scolarisation là-dedans ? Les jeunes sont invités à devenir plus autonomes, mais dans un monde pluriel, proche et lointain. Excusez-moi, j'ai fait une faute. Ils ont donc besoin d'aide à la construction des règles. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin que des adultes leur permettent cette construction des règles. L'étayage et l'interaction de tutelle sont au cœur de la pratique pédagogique, comme le propose Jérôme Brunner. Et là, on a une chance, c'est que le monde scolaire trouve une nouvelle raison d'agir, parce que dans le monde numérique, si le monde scolaire n'agit pas, il rate vraiment ce qui est les fondements de ses missions. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Hauchel. Donc Stéphane Miro, mandat comilog au Gabon. Moi, j'avais une question, enfin j'en ai plusieurs. Si vous voulez, je vais vous les dire à la suite, comme ça permettra peut-être un plus long développement de votre part. Alors d'abord, est-ce que le numérique au service de la pédagogie, cela répond-il au problème d'agitation et des temps de concentration des enfants ? Donc c'est une question classique. Et pour continuer également sur les espaces dont vous avez parlé, je suis très intéressé par donc justement l'architecture scolaire. Comment on peut penser donc une architecture scolaire qui serait dédiée au numérique, enfin au service de la pédagogie. Je le rajoute toujours, parce que le numérique n'étant pas une fin en soi. Et enfin, quelle formation pour nous, quelle formation initiale, continuer pour maîtriser donc tous ces outils, toutes ces évolutions qui sont rapides et qu'on ne se retrouve pas, parce que ça nous est parfois arrivé, effectivement, démunis et voire bien moins compétents que nos élèves qui ont des compétences plus développées sur certains de ces outils. Merci. Alors, je vais aller très vite. À la première question, la réponse est non. Il n'y a pas de différence avec le numérique que sans le numérique. Un élève qui fout rien, il fout rien. Et je peux vous dire, j'ai des observations nombreuses et multiples qui le prouvent. S'il a envie de rien faire, il fera rien. D'accord ? Donc, le numérique n'est pas en cause. Il peut être, par contre, un adjuvant assez intéressant pour arriver à frayer sans trop se faire repérer. Un écran, c'est discret, ça va bien. Bien, première question. Deuxième question sur les locaux. Je l'évoquais tout à l'heure. Pour reprendre une image que mon ami Marcel connaît, mais sur un autre registre, je parlais d'établissement inversé. C'est qu'il faut concevoir l'établissement de manière inversée. C'est qu'on part d'abord des lieux de vie de l'élève. Et les lieux de vie de l'élève, c'est les espaces dans lesquels il passe du temps, formel et informel, centre de doc compris, espace où ce qu'on appelle les salles de perme, vous savez, jadis, lieu de vie scolaire,
Bref, ça c'est le centre, ça doit être le cœur, avec les cours de récréation, les espaces de détente. Et puis autour, il y a éventuellement quelques salles de cours, enfin des salles qui servent parfois aux cours, qui peuvent servir à autre chose d'ailleurs, au travail personnel. Mais c'est penser de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que le renversement, il est justement dans ce qu'on appelle la théorie de l'activité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est dans la mise en activité des élèves. Or, ce qui est en train de se produire, c'est que l'activité est de plus en plus une activité autonome, qui peut être accompagnée, et qui, à ce moment-là, bénéficie de locaux plus souples que ceux que nous avons. Ce qui m'amène au troisième élément. Je vous ai dit tout à l'heure, le professeur, c'est quelqu'un qui est en voie d'être un accompagnant structurant. Mais pour être accompagnant structurant, il faut effectivement se former, s'habituer à être dans cette dimension-là. Et non pas dans une seule dimension. Je raconte très souvent que dans la formation traditionnelle des enseignants, on apprend l'enseignant à préparer son cours. Préparer son cours, c'est formater ce que l'élève, donc on anticipe d'avance sur ce que l'élève devra faire. Vous savez, moi j'ai commencé en 1979 par des stages de pédagogie par objectif. Et dans les stages de pédagogie par objectif, on me disait, tu découpes ton savoir en petits morceaux et tu leur fais faire étape par étape. Alors tu fais un pré-test, tu fais faire étape par étape et tu fais un post-test. J'ai essayé, au bout d'un moment, les élèves m'ont dit, oui, mais attendez, moi je suis pas au même niveau, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, je m'en suis pas sorti. Je m'en suis pas sorti. Il y en a qui reviennent en ce moment, on en parlait tout à l'heure aussi, avec l'enseignement explicite. Je ne suis pas bien sûr qu'on en soit très loin. La pédagogie par objectif a des limites. Mais pour la formation des enseignants, il y a une chose, je change de registre. Il faut que l'établissement, dans l'établissement scolaire, il faut qu'on puisse créer une sorte de milieu formatif. Le milieu formatif dans l'établissement scolaire, c'est des ressources humaines pour accompagner techniquement les enseignants, des ressources humaines pour accompagner et favoriser le dialogue entre enseignants pour qu'ils construisent ensemble leur stratégie et leur pédagogie. C'est-à-dire que les stages, c'est bien, mais c'est extrêmement minoritaire. Et dans toutes les enquêtes que nous faisons, que ce soit celle de Prophétique ou celle que nous menons nous actuellement dans le département des Landes, on a le retour. C'est spontanément, ils le font. Donc encourageons ces pratiques d'auto-formation et de co-formation, et puis renforçons de temps en temps par tel ou tel point, et ne commençons pas à l'envers. Donc voilà la réponse que je fournirai pour l'instant. Ça doit marcher, je pense. Ouais, ça marche. Donc Fabrice Vidal, directeur de l'école MLF Bouygues d'Ashgabat. Donc vous avez montré à de nombreuses reprises l'influence du numérique donc, sur l'institution scolaire. Donc je pense qu'on peut plus la définir maintenant comme un cadre donc restreint de contraintes. Donc vous avez montré que ça doit se définir comme un cadre d'accompagnement, de guidance. Donc vous avez parlé de la formation des enseignants. Moi, une des contraintes en fait, que l'on retrouve dans nos écoles, c'est surtout vérifier la validité des informations que l'on a. Parce que là, on voit les informations, maintenant on peut y avoir accès, il y a différentes ressources. Donc quelles ressources choisir? Alors je parle pour les élèves, qui vous parlez de YouTube, mais également les enseignants voilà, qui ont accès à différentes ressources numériques sur Internet. Voilà. Alors une première réponse tout de suite. Dès l'entrée dans l'école, habituer l'enfant à citer ses sources. Tiens, j'ai amené une feuille. Elle vient d'où? Tiens, je vous ai amené un gâteau. Comment vous l'avez fait? Il vient d'où? Qui l'a amené? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Etc. Premier élément, c'est citer les sources. C'est-à-dire s'habituer, mais les enseignants aussi doivent faire ça. C'est-à-dire d'où tu tiens ce que tu dis là? D'où tu tiens ça? Ça commence comme ça. Ensuite, on a des étapes, on peut grader les choses. C'est-à-dire que il faut aussi permettre aux enfants, alors suivant les âges, de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs interprétations d'un fait. Les policiers savent très très bien que lorsque il y a un accident et qu'on interroge des témoins, alors elle était de quelle couleur la voiture? Eh bien, vous avez 3 témoins, vous avez 3 couleurs différentes. Vous avez 3 témoins, vous avez 3 voitures différentes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre petit à petit aux enfants à comparer les sources, c'est-à-dire les amener petit à petit à ça. Et puis, je reprends un texte récent de Dominique Cardon, qui est un collègue chercheur qui travaille beaucoup sur ces questions-là, de nouvelles, fausses nouvelles. Attention au système d'amplification. Il décrit actuellement, il dit, oui, on nous parle beaucoup de Facebook, de Twitter, etc. En fait, c'est extrêmement minoritaire en réalité l'impact. Ce qui est majoritaire, c'est ce que les grands médias de flux, parce qu'on a oublié que les grands médias de flux avaient beaucoup plus d'influence sur un certain nombre de points
que la réalité des réseaux sociaux ne permet de voir. L'exemple vient des États-Unis et dans un article récent qu'a publié Dominique Cardon, il explique que, par exemple, l'impact de ce que disait M. Trump dans la campagne électorale est très très faible en impact physique, je dirais, de nombre de fois vu, par rapport à la population votante. Mais ils disent ce qui est le plus important, c'était Fox News, c'était le relais des grands médias qui, eux, touchent beaucoup plus de monde et les touchent d'une façon bien différente. Et là, il ne faut pas oublier que la crainte que l'on a sur les réseaux sociaux, et qui est légitime, hein, mais donc je dis qu'il faut travailler aussi à l'expression et autres, elle ne doit pas oublier qu'il y a d'autres médias, et d'autres médias qui sont des caisses de résonance qui posent énormément de problèmes. Et c'est ce système, ce que décrit Dominique Cardon, c'est que c'est en fait un système médiatique qui s'est installé, qui va du petit tweet ou de la petite vidéo que je mets à ces 3000 vues ou ces 300 000 vues, ce qui est ridicule, 300 000 vues à l'égard d'une population de 60 millions, de 200 millions si vous êtes en Inde ou si vous êtes en Chine, c'est encore plus ridicule. Mais comme les médias s'en emparent, hop, du coup, ça devient un objet. Et donc, le problème, c'est d'apprendre, de permettre aux élèves de comprendre ces mécanismes d'amplification. Donc, non seulement de travailler sur la qualité de l'information, mais aussi sur les circuits de l'information. Et donc, de comprendre comment se fabrique cette information pour pouvoir, après ça, éventuellement, la maîtriser, si tant est qu'on puisse le faire, car nous sommes tous très très naïfs et tous très vulnérables là-dessus. Une autre question, donc on parle de culture d'établissement, donc on fait partie d'un réseau, le réseau MLF Monde. Donc comment créer une culture commune à l'ensemble des... Alors je pense aux classes culturelles numériques, mais il y a sûrement souvent d'autres moyens. Est-ce que vous avez d'autres pistes pédagogiques? Alors, il y a peut-être à mettre en place, en particulier dans vos types d'écoles, des réseaux, je dirais, de semi-enseignement à distance, d'enseignement hybride. En 1998, j'ai été appelé dans l'Est de la France par un groupe de chefs d'établissement qui avaient des élèves qui voulaient faire des options, mais à faible effectif. Ils avaient 2-3 élèves par-ci par-là. Et ils m'ont dit, c'est simple, hein, ou on leur dit non, ou on leur dit achetez des livres. Alors, ils ne voulaient pas aller avec le CNED, hein, ils avaient marre du CNED à l'époque. Et puis, on a construit un dispositif qui permet de faire du lycée à distance, mais qui permet de faire des options à distance, et qui peut se faire à l'échelle mondiale. Nous, il s'est fait à l'échelle de la Lorraine, hein, mais aujourd'hui, il est proposé dans la France entière. Et il me semble que ce n'est pas ce modèle-là qu'il faut reproduire, mais l'idée de mettre en réseau même des enseignements à distance, et pas forcément des enseignements... L'enseignement à distance, c'est pas forcément de la visioconférence, hein. Ça peut être de l'enseignement à distance dit asynchrone. Marcel Lebrun comme moi-même avons une longue expérience de ce genre de choses et on pourrait en parler longuement puisqu'il a fait l'étude sur les enseignements hybrides dont il pourra vous parler. Il y a du côté de l'hybridation de l'enseignement des pistes parce que ça vous permet de sortir de votre espace-temps géographique et en même temps de créer un réseau inter-établissement. Ça suppose malgré tout d'avoir la possibilité parfois d'aller sur des dispositifs dits de ce qu'on appelle d'unité capitalisable des apprentissages. Malheureusement, ce n'est pas très compatible avec le système scolaire français et ses normes, alors qu'on le trouve dans d'autres pays ou dans d'autres systèmes éducatifs. Bonjour, moi je suis Cécile Liégeard, je suis en Finlande et la Finlande est quand même citée souvent en exemple, notamment aussi dans le domaine du numérique. Pour avoir visité le lycée juste à côté de notre école, effectivement, c'est plus un témoignage que j'apporte plutôt qu'une question. L'environnement scolaire a déjà évolué dans le sens où vous disiez, c'est-à-dire avec des îlots, des coins où ils peuvent brancher leur téléphone, leur tablette. Et au lycée, le smartphone est un outil dans la trousse de l'élève. C'est-à-dire qu'ils ont tous l'autorisation, non seulement l'autorisation, mais ils ont leur téléphone en classe et ils s'en servent au quotidien en tant qu'outil, quoi. Et donc, voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'une fois qu'on a réglé ces problèmes de matériel, qu'on utilise l'outil en tant qu'outil, ça pose ce que vous avez dit en conclusion, hein, le rapport au savoir, et ça interroge vraiment le cœur de notre métier. Et moi, je pense que les élèves ne sont pas dupes, d'ailleurs. Beaucoup témoignent, et depuis assez longtemps, que si on n'en a pas besoin, on le range. Hein. Simplement, ça suppose que l'enseignant ait aussi des stratégies pédagogiques qui construisent sa pédagogie pour que les élèves sachent quand c'est pertinent et quand ce n'est pas pertinent. On a vu les dérives, hein, c'est quand les élèves s'ennuient en classe. Hein. Quand ils s'ennuient en classe, ils vont faire des bêtises. Ils n'ont pas besoin de l'écran, mais quand ils en ont, ils en profitent. Hein.
Oui, c'est ça. Les professeurs s'interrogent et nous interrogeaient. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Chez vous en France, c'est pas du tout comme ça. Et effectivement, les dérives sont rapides aussi. Quand les enseignants, alors on parlait de la formation tout à l'heure, quand les enseignants se sentent à l'aise avec ce genre de choses, et moi je l'ai vu dans des écoles primaires par exemple, où l'enseignante était très à l'aise, non seulement dans la manipulation des techniques, des technologies, mais aussi dans la gestion des relations avec les élèves et du travail en groupe. Parce qu'en fait, derrière ça, d'abord, c'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on apprend tout seul, hein. On apprend aussi en groupe. Et donc, c'est la gestion de la mise en activité des élèves, le suivi de l'activité des élèves et l'instrumentation de l'activité des élèves avec des instruments qui vont être pertinents au moment où on en a besoin. Et je pense que nos amis finlandais ont passé ce cap de l'appréhension. Du coup, ils peuvent travailler en confiance. Hein. Quand on parle d'une école de la confiance, c'est aussi l'école de la confiance envers les élèves, pas seulement du ministre envers les profs, c'est aussi des profs envers les élèves. Et je pense qu'autour du numérique, on a à construire quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Merci beaucoup.